L'édition spéciale se poursuit sur LCI, évidemment, pour tenter de comprendre les conséquences, les enjeux de ce sommet d'hier soir, dont on avait dit au petit matin, soyons honnêtes, que ça avait accouché d'une souris. Finalement, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'annonces. Et je vais commencer par la plus récente et pas des moindres, déclaration de Donald Trump sur Truth Social, son réseau social. Regardez, tout le monde, dit le président américain est d'accord pour dire que la meilleure façon d'arrêter cette horrible guerre est d'aller directement à un accord de paix et de ne pas chercher un cessez-le-feu qui très souvent n'est pas respecté. Il précise aussi dans ce message que Volodymyr Zelensky sera reçu lundi après-midi dans le bureau ovale. On se souvient que la fois précédente s'était conclu par une humiliation du président ukrainien. Alors simplement, général Chauvency, j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est nouveau cette histoire d'enjamber le cessez-le-feu qu'il n'a pas obtenu finalement de Vladimir Poutine pour dire on va aller directement à un accord de paix, ou c'est pour garder la face? Je dirais qu'on est dans différentes options. Le contexte, à mon avis, s'y prêtait dans la mesure où le cessez-le-feu n'était pas acceptable dans le sens militaire pour Vladimir Poutine. Le cessez-le-feu, en tout état de cause, c'est soit on va vraiment vers la paix, on voyait bien qu'on n'y allait pas, soit c'est pour gagner du temps, pour se rééquiper, se réinstaller, se reposer et se préparer à la suite. Voilà. Donc, dans le contexte actuel tel qu'il était présenté, c'était peu vraisemblable. Alors que ce soit dans le passé, oui, on parlait, il y a toujours des négociations en parallèle des combats. Mais tant qu'on se sent en attitude, je dirais, de pouvoir gagner, on n'a pas intérêt à faire cesser le feu. Et par contre, qu'il y ait des négociations à la fin, oui. Là, finalement, on a un package qui est donné par Donald Trump. On dit, voilà, on va faire un accord de paix, mais on sait bien que l'accord de paix est nécessaire. Et que le cessez-le-feu n'aurait que finalement gelé le front là-dessus suffisamment, gelé le front pour avoir une situation qui aurait duré 5, 10 ou 15 ans. Donc finalement, je ne sais pas si on ira jusqu'au bout de cet accord de paix, mais l'objectif, c'est bien, quand on dit accord, veut dire aussi traité. C'est-à-dire que dans le traité, on va mettre tout ce que l'autre et soi-même allons faire ou pas faire. Donc c'est un acte juridique qui va mettre une situation au clair. Alors maintenant, comme il y a beaucoup de détails dans ce genre de papier, on verra bien ce qui sera accordé ou pas. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le territoire aujourd'hui occupé par les Russes pourra être reconnu de facto par les Ukrainiens, mais pas de juré. Est-ce que rien que ce fait-là sera accepté ou pas dans le traité par Vladimir Poutine? Ensuite, ça ne va pas se faire en 3 jours. Un traité comme cela, ça va prendre des semaines, sinon des mois. Et la question va être évoquée après. En parallèle, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y aura pas à un moment donné la contrainte d'un cessez-le-feu? D'abord parce que les Russes n'y arriveront plus. Parce que ça aussi, quand même, il faut quand même le prendre en considération. Soit parce que ce cessez-le-feu donnerait un peu de temps pour réfléchir. Voilà, pour l'instant, voilà où on en est. Donc moi, je pense que cet accord est une bonne chose dans l'esprit. Dans sa réalisation, il ne faut pas croire que mardi matin, tout le monde sera autour d'une table pour dire on va négocier pour signer un papier, sachant que de toute façon, ce traité, c'est bien, un traité sera important. Et puis on revient comme des Européens. Il faudra bien aussi mettre les Européens dans la boucle, et les Européens ont peut-être leur mot à dire sur ce qu'il y aura dans le traité. Oui, et il vaudrait mieux d'ailleurs qu'ils y soient. Qui dit conditions de sécurité pour l'Ukraine, dit aussi conditions de sécurité pour l'Europe, face à la Russie. Mais pour compléter ce qu'a dit le général, je suis complètement d'accord. Il est possible aussi que les États-Unis soient également signataires de cet accord. Oui, c'est vrai. Parce que ça s'est déjà vu dans des accords. Par exemple, dans l'OTAN, il y a eu l'accord du 17 mai 1983 entre Israël et le Liban, signé par les États-Unis. Ça, c'est pour donner un exemple, mais il y en a eu d'autres. Donc, les États-Unis peuvent être garants de la sécurité, ne serait-ce que par le fait de signer l'accord de traité, le traité de paix, et donc, de fait, s'engagent au respect de ce traité. Et ça pourrait être ça la garantie donnée à l'Ukraine en disant, je dis pas qu'elle est bonne ou mauvaise, je dis que ça pourrait être ça l'idée, et donc montrer que voilà, les États-Unis sont signataires de ce traité et dans ce sens sont garants de l'application du traité. Alors les choses évoluent très rapidement après ce sommet en Alaska, donc je voulais quand même vous rappeler ce qu'avait dit Emmanuel Macron dans la semaine sur justement la volonté des États-Unis d'obtenir un cessez-le-feu, ce que disait Donald Trump également avant le sommet. C'était il y a moins de 24 heures, mais tout s'est tellement accéléré que voilà, il faut remettre les choses en contexte. Il y a moins de 24 heures, Donald Trump disait si je n'obtiens pas de cessez-le-feu, je serai très mécontent. Voilà ce qu'il disait. Et maintenant, il dit on ne veut plus de cessez-le-feu, on veut un accord de paix. Donc, par rapport à ce que disait Emmanuel Macron mercredi, voilà ce qu'il disait. Les États-Unis, si l'on peut voir la citation, on va l'écouter. L'échange avec le président Trump a permis d'éclairer ses intentions pour
la réunion du 15 août prochain et nous a permis d'exprimer très clairement nos attentes. Et je tiens ici à l'en remercier. Et je crois pouvoir dire que plusieurs messages sont ressortis de l'échange que nous venons d'avoir et qui sont à mes yeux très importants. Le premier, c'est que le président Trump a été très clair sur le fait que la volonté américaine était d'obtenir un cessez-le-feu à l'occasion de cette réunion en Alaska. Tatiana Pécastin, donc ce qui valait hier ne vaut plus aujourd'hui. C'était ce que cherchaient les États-Unis, mais finalement maintenant on va plutôt aller chercher un accord de paix plus intégral, plus global. Ça n'est qu'une preuve supplémentaire du fait que c'est Poutine qui sort vainqueur de ce sommet. Poutine, lui, ne voulait pas de cessez-le-feu. Le président Trump a dit que c'est ce qu'il voulait. Les Européens ont dit que c'est ce qu'ils voulaient. Qu'est-ce qui se passe à la sortie ? Il n'y a pas de cessez-le-feu. Viktor Orban a également, je ne sais pas s'il a tweeté, il a fait une déclaration. Si, on a cette déclaration d'ailleurs. Le monde est plus sûr qu'hier. Après le sommet. Et j'aimerais que chaque week-end soit comme ce week-end. Voilà, donc ça montre que effectivement l'Europe n'avance pas unie, on le savait, mais il y a toujours ce caillou dans la chaussure qu'est Viktor Orban. Dimitri Medvedev également a dit. On peut regarder, si vous voulez, ce que dit le Premier ministre hongrois. Pendant des années, les deux plus grandes puissances nucléaires ont échangé des messages inamicaux. Cela prend fin. Aujourd'hui, le monde est plus sûr qu'il ne l'était hier. Et il s'inscrit dans la rhétorique de Donald Trump qui dit que finalement, les seuls qui comptent, ce sont les deux superpuissances nucléaires que sont les États-Unis et la Russie. En sous-jacent une fois de plus, il est complètement dans la rhétorique de Trump. On a aussi ce grand pacificateur qui est Dimitri Medvedev, qui a dit que il s'était passé quelque chose. C'est ironique, évidemment. Bien sûr, puisque il n'y avait pas eu d'ultimatum. Et ça montre encore, puisque dans l'avion qui l'amenait vers l'Alaska, Donald Trump avait dit « S'il n'y a pas de cessez-le-feu, je vais imposer des sanctions. Oui, je suis prêt à le faire. » Il n'y a rien eu. Et donc, les Russes s'en félicitent. De toute façon, hier soir, dès l'arrivée de Vladimir Poutine sur le sol américain... On revoit les images d'ailleurs, le tapis rouge déployé pour le président russe. La presse russe s'était félicitée de cet accueil en disant d'ailleurs que c'était un pied de nez à l'Occident. Et que Vladimir Poutine il revenait au centre des relations internationales, en tout cas d'un point de vue occidental, puisqu'il a toujours eu ses réunions avec les BRICS. Donc tous ces éléments-là montrent bien que finalement on avait tous très peur que Donald Trump soit le jouet de Vladimir Poutine. C'est toujours ce qui nous a inquiétés. Mais il a cédé, je suis désolée, mais tous les éléments que nous avons aujourd'hui nous incitent à penser, on en aura la confirmation, ou peut-être un début de confirmation lundi, mais nous incitent à penser qu'il a cédé sur les exigences du maître du Kremlin. Donc c'est pas très très optimiste. Une fois de plus, ce que doivent faire les Européens aujourd'hui, c'est travailler sur ces conditions de sécurité. Je suis d'accord avec vous que inclure les États-Unis dans la signature de l'accord, ça pourra les renforcer, mais il faut quand même que ce soit beaucoup plus précis que ça. Oui. Quel contraste avec les premières heures de la matinée où on disait il y a peut-être eu un couac, parce que la réunion a duré 3 heures et non pas 6 à 7 heures, comme avait dit le Kremlin. Il n'y a pas eu de déjeuner. Il n'y a pas eu de déjeuner. Ça faisait beaucoup de signaux faibles ou forts, je ne sais pas, du fait que peut-être ça s'était mal passé. Et là, ce que vous nous dites, c'est Poutine. Non, mais Donald Trump s'est rendu compte qu'il ne pourrait rien obtenir. C'est peut-être ça. Et alors, ils ont mis fin à la discussion et il a cherché un narratif pour pouvoir sortir vainqueur, puisque l'un comme l'autre ont des égos très importants, comme beaucoup de dirigeants, y compris dans des pays démocratiques. Mais aucun d'entre eux ne peut perdre la face. Et donc ce narratif, pour sortir la tête haute, c'est de dire de toute façon le cessez-le-feu c'est pas très grave. Visons maintenant l'accord de paix. La paix est mieux que le cessez-le-feu. Puisque Trump se veut en homme de paix. Quand vous voyez quand même le titre de ce sommet, Pursuing Peace, c'est ça. À la recherche de la paix. À la recherche, à la quête de la paix. Et Trump va pousser effectivement en disant que la paix c'est mieux que le cessez-le-feu et il va jouer sur cette idée-là. Donc ça va être à fond, c'est sûr. Mais qui peut croire encore la Russie de manière générale et Vladimir Poutine? Parce que si vous regardez l'histoire récente de la Russie à partir de 1945, ils ont utilisé la tactique du salami à plusieurs reprises pour soviétiser l'Europe de l'Est. Ensuite, ils ont envahi la Hongrie et la Tchéquie. Et ensuite, depuis 1990, il y a une série de conflits gelés. Parce que finalement,
ce dont on parle aujourd'hui, c'est de geler le conflit ukrainien. Les conflits gelés, le dernier, par exemple, c'est la Transnistrie en République de Moldavie. Même l'Arménie-Azerbaïdjan. L'Arménie-Azerbaïdjan, la Géorgie. Donc, en fait, même si aujourd'hui, on peut imaginer une paix, je mets ça entre guillemets, Vladimir Poutine, pour qui la fin de l'URSS a été le plus grand désastre du XXe siècle, il va jamais s'arrêter. Et il y a les attaques hybrides. Il ne faut pas oublier les attaques hybrides, la guerre informationnelle contre nos démocraties, dans nos processus électoraux. Et donc, en fait, la parole de Vladimir Poutine ne vaut pas. La parole de la Russie, déjà, ne vaut pas. La parole de Vladimir Poutine ne vaut pas. Elle est démonétisée. Et je rappelle, par rapport aux garanties de sécurité, le mémorandum de Budapest de 1994, où les frontières et l'intégrité territoriale de l'Ukraine étaient garanties, y compris par la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, en échange de la restitution de l'arsenal nucléaire russe qui était sur le sol ukrainien. Donc, quelle est la crédibilité des garanties de sécurité qu'on pourrait donner aujourd'hui, y compris au niveau américain, aux Ukrainiens en échange de territoire, en ayant en tête le mémorandum de Budapest qui n'a pas été respecté finalement. On dit que pour applaudir, il faut les deux mains. Et ce que vous venez de dire, c'est parfaitement exact de notre point de vue en Europe et en Ukraine. Maintenant, du point de vue russe, ce sont les Européens qui ne sont pas crédibles, qui ne tiennent pas leur parole parce que les accords de Minsk ont été trahis par les Européens. Je dis, ça c'est le narratif russe. Et ils mettent en exergue ce qu'auraient dit et François Hollande et Angela Merkel sur le fait que les accords de Minsk ont été une ruse européenne pour permettre à l'Ukraine de se réarmer, de se refaire, pour ensuite se battre à nouveau contre la Russie. C'est ça qu'on entend aussi côté russe. Et si on veut arriver à la paix, il faut effectivement que les deux parties puissent se faire confiance. Vous avez parfaitement exposé le problème de notre côté, mais pour qu'on arrive à quelque chose, il faut aussi qu'on prenne en considération le problème qui est ressenti de l'autre côté. Parce qu'il faut vraiment ces deux confiances de part et d'autre pour arriver vraiment à quelque chose. Parce que si jamais on ne voit que midi à notre porte, comme on dit, c'est dans le sens que il y a le problème, c'est uniquement que la Russie est une menteuse et la Russie est méchante, et c'est ce qui est vrai. De l'autre côté, on ne peut pas ne pas prendre en considération que la Russie pense exactement l'inverse. Que nous, Français et Allemands et Britanniques et Américains sommes tous des menteurs, sommes tous contre la Russie. Donc il y a cet aspect. Je voudrais juste... alors, comme certains d'entre vous le savent, je suis d'origine ukrainienne et russe. Je vais juste nuancer les propos que vous avez tenus en disant la Russie est une menteuse. Ma grand-mère, donc, qui a été déportée... Je parlais bien sûr du pouvoir. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Ma grand-mère a été déportée pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est née en Russie. Elle a épousé mon grand-père. Elle l'a suivi en France au sortir de la guerre. Et elle souffrait beaucoup à chaque fois qu'on critiquait les dirigeants soviétiques, parce que ça restait son pays. Elle aimait beaucoup la France et à l'époque, elle aimait aussi beaucoup l'Union soviétique. Et je voudrais vraiment insister là-dessus, il ne faut pas confondre le peuple et ses dirigeants. Vous avez tout à fait raison. Et donc, le menteur, c'est le dirigeant. Le peuple russe, alors évidemment, j'ai du sang russe qui coule dans mes veines avec du sang ukrainien. Le peuple russe souffre également beaucoup et c'est un grand peuple. C'est la principale victime d'ailleurs. C'est la principale victime. Non, mais je partage tout à fait ce que vous avez dit. Je sais bien, mais je voulais juste le préciser. Non, mais pour confirmer aussi que je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Et l'opinion publique russe, parce que tout le monde nous interroge sur ce que pense l'opinion publique russe. En fait, dans un pays en dictature, on ne peut pas savoir ce que pense l'opinion publique. Et parce que nous tous, si nous vivions en Russie, on aime notre famille, on aime nos enfants, on aime nos conjoints. Et on n'a pas le luxe, sauf si on est prêt à mourir en martyr et à voir souffrir notre famille, on n'a pas le luxe de pouvoir dire ouvertement ce que l'on pense. Mais le peuple russe est également victime de cette guerre. Et juste pour compléter, effectivement, moi je suis née de l'autre côté du rideau de fer, et dans ces pays-là, on n'a pas le luxe de penser librement. On ne peut pas penser librement. Mais l'Union européenne, dans les années 90 jusqu'en 2012, d'ailleurs, a eu des relations très proches avec la Russie. Et elle a même aidé la Russie pour rejoindre l'OMC. Donc il y a eu l'Union européenne est restée jusqu'en mars 2022 le premier partenaire commercial de la Russie. Et ce, malgré les pays baltes et la Pologne qui avertissaient justement sur la dépendance énergétique.
Donc les relations étaient fortes. Donc il est faux de dire que l'Union européenne a maltraité la Russie. Au contraire, il y a eu une recherche de normalisation de relations très forte en fait qui a été engagée avec Eltsine et y compris avec Poutine qui au début de son premier mandat a été très agréablement intégré dans le concert des nations. Donc c'est Vladimir Poutine qui s'est radicalisé en fait à un moment donné et qui a décidé de quitter le concert de nations. Mais simplement pour répondre à la question que l'on pose en bas de votre écran, bientôt un accord de paix, puisque maintenant Donald Trump vise un accord de paix. Qu'est-ce qui ferait que c'était pas envisageable la semaine dernière et que ça le serait après cette réunion en Alaska ? Pour revenir sur les bonnes relations que nous avons pu entretenir avec la Russie, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Jacques Chirac est décédé, Vladimir Poutine est venu assister aux obsèques. Et il avait de bonnes relations avec Jacques Chirac, il respectait Jacques Chirac. L'ambassadeur Bonne-Maison, que vous invitez souvent sur vos plateaux, était ambassadeur à Moscou au début des années 2000 et il disait « c'était ma meilleure période ». Pourquoi ? Parce que la France a fait preuve de fermeté. C'était l'époque où la France s'est opposée à la guerre contre l'Irak en disant non, nous n'avons pas de preuves qu'il y a des armes de destruction massive sur le sol irakien. Poutine ne peut respecter que les hommes forts. Donc, ce qu'il ne faut surtout pas face à un dictateur, c'est faire preuve de faiblesse. C'est faire preuve de force, mais ça estime... Pour faire preuve de force, il faut être conscient de ses atouts. Et vous l'avez dit tous les deux, lorsque nous sommes allés négocier avec Donald Trump sur les droits de douane, malheureusement, nous n'avons pas su utiliser à bon escient les atouts dont nous disposons. Il y a un atout que l'Europe possède encore, c'est le système SWIFT. Les Américains ne peuvent pas décider seuls de rétablir la Russie dans ce système et on sait que ça... Système SWIFT, c'est le système de financement entre banques. Alors voilà, moi j'aimerais quand même qu'on réponde à cette question qui nous intéresse ce matin. Alors, bientôt un accord de paix, c'est ce qu'a dit le général, ça ne va pas se faire en 3 jours. Non. Donc là, ce qui pourrait se passer lundi, c'est de poser les bases... les contours et justement les conditions qui feraient que, à la fois l'Ukraine, mais aussi les Européens, pourraient signer. Donc là, alors, lundi, on rappelle, peut-être qu'il y a des téléspectateurs et téléspectatrices qui nous rejoignent, lundi, Volodymyr Zelensky était invité à Washington par Donald Trump. Donc en effet, l'Ukraine, qu'on disait beaucoup écartée de toutes les discussions, etc., au moins peut aller discuter avec Donald Trump, même si il est clair et probable qu'on lui impose beaucoup de choses. Mais c'est déjà une avancée. J'en reviens à ce que je disais, c'est pour ça qu'il faut aussi faire preuve de force. Il ne faut pas aller lundi en disant, bon ben voilà, on va tout accepter. Non, il faut arriver avec une contre-proposition qui peut être sur les garanties de sécurité et en sachant montrer les atouts que l'on a et en disant ce qui pourrait se passer si ces conditions que l'Europe, que l'Ukraine voudrait voir dans cet accord de paix ne sont pas rendues. Donc lundi, ça va être quelles sont les lignes rouges, quelles sont les demandes des Européens. Est-ce qu'il y a un cadre autour duquel on pourrait se mettre d'accord ? Mais ça, c'est dans les grandes lignes. Et ça va être 72 heures, effectivement, intense et cruciale. Alors, juste pour rappeler ce qu'a annoncé le président américain ce matin sur son réseau social, Truth Social, d'abord, il y a cette affaire de enjamber le cessez-le-feu qu'il n'a pas pu obtenir hier soir et aller plutôt vers un accord de paix plus global et qui donc serait une résolution de la crise, de la guerre en Ukraine. Il dit aussi que si tout se passe bien, eh bien, nous programmerons une rencontre avec le président Poutine. Une deuxième rencontre, donc, à laquelle pourrait s'ajouter Volodymyr Zelensky, puisque le président ukrainien dit qu'il est d'accord sur le principe d'une réunion tripartite, donc Donald Trump, Zelensky, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Voilà. Il est important que la force américaine influence l'évolution de la situation. Nous soutenons la proposition du président d'organiser une réunion trilatérale. Alors, évidemment, il plane encore beaucoup d'incertitudes sur cette réunion. Où, quand, comment, pour dire quoi, Général Chauvency ? D'abord, je pense que les professionnels de la diplomatie vont commencer à se mettre autour d'une table et à bosser pour effectivement avoir des propositions. Ça va être un échange. Je propose ceci, je propose cela, je ne suis pas d'accord, je veux l'amende. D'abord, je pense qu'on est phase par phase. On a eu la première phase hier. La deuxième phase, ça sera lundi, pour voir ce que le président Zelensky est capable d'accepter ou de ne pas accepter, avec les remarques qu'il fera et les réserves qu'il évoquera.
Ça va être la deuxième phase. Si effectivement il y a un accord global, enfin je dis pas un accord, c'est pas le bon terme, que les points divergents ne soient pas trop nombreux, ce sera peut-être plus précis. Voir aussi avec les alliés européens dans quelle mesure ils se mettent dedans, parce qu'il faut bien prendre conscience que les alliés européens sont là et doivent être à la table des négociations, parce que c'est de la sécurité européenne dont on parle. Donc c'est une troisième phase. Alors après, ça va être la réunion Ukraine, Union européenne et britannique, parce qu'il faut quand même dire que c'est un petit peu à part aussi, donc les trois ensemble, et ainsi de suite. Donc on en est pour des semaines et des semaines, mais déjà se mettre d'accord sur certains points et se mettre effectivement d'accord, voir ce en quoi on est en désaccord. Et puis nous sommes aussi dans une période, ça veut dire qu'en parallèle les combats continueront, et peut-être qu'à un moment donné on dira, si vous voulez vraiment qu'on négocie, on arrête les combats. Pour l'instant je ne vois pas ça arriver. Je ne vois pas ça arriver pour une raison bien simple, c'est que la période, je dirais, climatique correspond à la période de la guerre, et que je persiste ici en disant que jusqu'au début de la mauvaise saison, les Russes continueront évidemment à se battre, et que à ce moment-là seulement, mais ça correspond à ce que je vous dis en termes de délai, un certain nombre de semaines où on va mettre en place les conditions diplomatiques, sachant que les opérations militaires continueront. Et je précise que précisément pendant que Vladimir Poutine rencontrait Donald Trump en Alaska, 85 drones et un missile ont été lancés sur l'Ukraine. Il n'a pas visiblement l'intention de terminer sa guerre. Donc je repose ma question, qu'est-ce qui fait qu'on aurait un accord de paix alors effectivement, ça prendra plusieurs semaines, mais dans les semaines qui viennent, qui n'était pas envisageable la semaine dernière. Non, on aura les contours. Ce que le général a dit tout à l'heure, et je crois qu'on est plusieurs à s'accorder, c'est que la Russie grignote du terrain, avance, mais elle est quand même dans une situation de faiblesse assez importante. Donc là, des contours vont, j'espère, pouvoir être posés. Et effectivement, si la situation se dégrade en Russie, lorsqu'on va arriver à la saison où tout est gelé, et où, finalement, mettre en place un cessez-le-feu n'est pas trop défavorable aux Russes, puisque Poutine ne fera rien qui lui est défavorable. Donc, pour qu'il accepte un cessez-le-feu, il faut qu'il considère que cela lui est favorable. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça pourrait peut-être le devenir. Si l'économie russe continue à aller mal, et si à un moment donné, de toute façon, ces troupes ne peuvent plus avancer parce que le sol est gelé, et à ce moment-là, on pourrait peut-être reparler d'un cessez-le-feu. Vous savez, il y a 24 heures, on en parlait. Aujourd'hui, c'est mort. Ça peut revenir sur la table à un moment donné. Oui, je vois que les mains se lèvent. Oui, juste une chose sur l'économie russe par terre ou qui va mal, il faut quand même nuancer sur certaines choses. C'est-à-dire que oui, les taux d'intérêt sont très élevés, ce qui tue l'investissement. Près de 20%, hein. C'est quand même ce qui énorme. tue l'investissement. Absolument. Oui, il y a un budget militaire qui est très important au niveau de l'État, et que la croissance économique est cette année prévue à moins d'1%. Elle est essentiellement portée par le militaire. Mais, il y a un mais, le taux d'endettement de la Russie est extrêmement faible, il est à moins de 20%, alors qu'en Chine il est à 90%, en France il est à 120%, et aux États-Unis également à plus de 100%. Donc il y a un côté qui est encore extrêmement puissant de la part du côté russe, et ce taux d'endettement extrêmement bas qui lui permet de se rapprocher de la Chine en disant à la Chine, on signe des contrats, disons, de 10 ans ou de 20 ans ou plus pour vous fournir du pétrole, du gaz, du charbon, des métaux stratégiques, des terres rares, etc. En échange de quoi vous mettez à l'avance une certaine somme. Ce système-là, en réalité, existe depuis que Poutine est arrivé au pouvoir en 99-2000. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, et ça va continuer à être réalisé en raison du taux d'endettement russe extrêmement bas. Donc il y a toutes les faiblesses économiques qu'on veut, et c'est vrai, mais il y a cette force qu'a la Russie d'avoir un taux d'endettement extrêmement bas. Rien ne dit que les questions économiques, d'ailleurs, n'ont pas été abordées, puisqu'ils ont quand même discuté 3 heures. On a tous dit 3 heures, c'est moitié moins que ce qui avait été prévu par le Kremlin, mais en 3 heures, on peut se dire énormément de choses. Et on commence à comprendre qu'il y a des choses qui se sont dites sur les échanges de territoires, notamment. Sur l'économie, ça reste du domaine du probable. Non, je ne suis pas d'accord. Poutine a été très clair. Il a parlé de commerce, il a parlé également de coopération au niveau de l'Arctique. Il a parlé de... C'est ce que je dis. Les questions économiques ont sans doute été abordées. Ah, pardon. Oui. Non, on est d'accord. On est d'accord. Alors, sur cette réunion tripartite-là, parce que l'actu du jour, c'est que Volodymyr Zelensky s'est dit ce matin ouvert à aller rencontrer Donald Trump et Vladimir Poutine. Alors, évidemment, ça reste du domaine de l'abstrait, on ne sait pas où, quand, mais en tout cas, sur le principe, il est d'accord. Donald Trump parlait encore hier sur Fox News de cette réunion tripartite qu'il appelle de ses vœux.
La prochaine étape, vous aviez dit que vous vouliez une réunion le plus vite possible, peut-être avec vous, le président Zelensky et le président Poutine. Oui. Je ne sais pas si je ferai confiance aux deux dans la même pièce. Je pense qu'il vaudrait mieux que vous soyez là. Eh bien, ils veulent tous les deux que je sois là. Cela a été évoqué ? Oui, ça a été évoqué. Ils veulent tous les deux que je sois là et j'y serai. Il faut aller au bout. Et c'est un grand jour. Je pense que de toute façon, ce sera un grand jour. Je pense vraiment que nous allons sauver beaucoup de vies. Ça, c'est une grosse annonce tout de même, Général Chauvency, le fait qu'on se rapproche d'une réunion tripartite entre les trois. Oui, ça veut dire aussi que sans Trump, pas de solution. Ce qui affaiblit beaucoup d'autres. Donc aujourd'hui, Trump... Les Européens notamment. Bah oui. Mais Trump veut être quand même à la fin de l'histoire. Il s'est beaucoup investi, il veut le retour sur investissement personnel. Donc c'est logique. En faisant attention, d'ailleurs, il dit, mais si on veut bien de moi, c'est ce qu'il disait au début, si on veut bien de moi, je suis prêt à faire don de ma personne. Ce qui part d'un bon sentiment. Donc il va faire don de sa personne, puisque tout le monde est d'accord. Et effectivement, il va donner sans doute, parce qu'il a des moyens de donner des garanties un peu différentes aux uns et aux autres. Et là, on ne rentre pas dans les garanties de sécurité forcément. On vient de parler du commerce, on vient de parler des marchés. Il est certain qu'un deal économique entre les États-Unis et la Russie, ça peut faciliter les concessions du côté russe. Aider peut-être l'Ukraine dans le même sens, ça peut aussi aider le président Zelensky à accepter un certain nombre de choses. On a bien sûr déjà le traité sur les terres rares dont on a beaucoup parlé. Voilà. Donc en fait, il est un acteur incontournable et ça peut déplaire à beaucoup, mais il est là. Et il a encore une puissance qui permet finalement d'influencer les événements en mettant un petit coup de pouce par-ci, un petit coup de pouce par-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas partisan d'un côté ou de l'autre. Peut-être qu'il est un peu partisan. Néanmoins, il a les moyens d'apporter concrètement un changement à la négociation. Et je pose quand même la question, parce qu'on en parle en permanence, est-ce que les Européens seraient capables de faire la même chose aujourd'hui ? Les Européens eux-mêmes disent il faut que les Américains soient associés à la négociation. Donc déjà, nous, on accepte qu'on n'a pas les moyens d'influer sur l'issue de ce conflit. Mais jusqu'à présent, Vladimir Poutine a toujours dit je ne m'assois pas à la même table que Volodymyr Zelensky. Il a un petit peu infléchi sa position récemment. Donc il peut revenir lui aussi sur cette position. Et ce sommet peut donc être impossible. J'ai envie de dire, ça n'est pas impossible. Après, il est en position de force quand même. On voit bien tous les signaux qui sont donnés après ce sommet. Donc, s'il se sent en position de force, Poutine est très stratégique. Et il ne connaît que les relations de force. Donc, il vient en négociation quand il se sait en relation de force. S'il estime qu'il y va en bonne position et qu'il peut obtenir et sortir vainqueur d'un sommet avec Zelensky, je suis persuadée qu'il ira. Il a quand même, au début, il avait dit qu'il ne reconnaissait pas sa légitimité. Il a récemment un petit peu infléchi sa position, donc ça ne va pas se produire juste après la rencontre entre Trump et Zelensky, mais ce n'est pas impossible dans un futur quand même relativement proche. Alors, vous avez sans doute suivi cette nuit le sommet en Alaska, qui a duré 3 heures, en tout cas la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Il se passe beaucoup de choses ce matin, les choses s'accélèrent, alors qu'aux premières heures de la matinée, on avait dit que c'était un sommet qui avait accouché d'une souris, et pour cause, il n'y avait pas eu le cessez-le-feu que demandait Donald Trump. Alors, quand je vous dis que tout s'accélère, sur son réseau social, Truth Social, Donald Trump parle désormais d'un accord de paix. Voilà ce qu'il dit. Le président américain, tout le monde est d'accord pour dire que la meilleure façon d'arrêter cette guerre, c'est d'aller directement à un accord de paix et de ne pas chercher un cessez-le-feu qui très souvent n'est pas respecté. Alors, on se repose la question, puisque jusqu'à hier soir, il exigeait un cessez-le-feu. Pour lui, c'était le préalable à toute discussion avec Vladimir Poutine. Pourquoi est-ce que désormais, il enjambe ce cessez-le-feu et il dit non, il faut un accord de paix plus global ? Pour gagner du temps ? Ça prouve que ça a déjà été dit. Vladimir Poutine a imposé le narratif de la paix. Vladimir Poutine se présente d'ailleurs comme un homme de paix. Et il l'a redit dans la déclaration de presse. Et puis en fait, maintenant, l'objectif, c'est gagner du temps. Mais encore une fois, moi, je ne crois absolument pas à une négociation de paix qui soit viable. Parce que ce dont on parle aujourd'hui, il faut être conscient, c'est
de facto avoir une Ukraine amputée de 20% sous le modèle de la Corée et donc d'avoir un sort de nouveau rideau de fer sur le continent européen. Donc c'est d'un point de vue européen, c'est dramatique si les Européens acceptent cette capitulation de l'Ukraine, parce que finalement, ce dont on parle, c'est la capitulation de l'Ukraine, qu'on déguiserait en traité de paix. C'est même dramatique, puisque, en fait, comme vous l'avez dit, les Européens ont encore des moyens de pression très importants, parce que le concept de Trump, c'est la paix à travers la force. Et justement, les Européens ont de la force, et le système SWIFT, c'est les avoir gelés. Et tout ça, c'est beaucoup d'argent et de la puissance financière, et qui peut être utilisée justement pour les Européens, pour assurer une paix durable. Parce que on parle beaucoup de paix durable et de paix juste, mais on oublie que Vladimir Poutine est un criminel de guerre. On oublie même si on veut avoir une approche réaliste, entre guillemets, on ne peut pas. Est-ce qu'on a, je veux dire, en 1945, on a négocié avec Hitler? On l'a pas fait. Les dirigeants de l'époque, ils ont accepté de ne pas négocier avec Hitler. Aujourd'hui, en fait, il faut savoir que Vladimir Poutine, il a envahi plusieurs pays de l'espace post-soviétique. C'est pas juste l'Ukraine. Il y a eu la Géorgie. Avant, d'autres dirigeants russes ont envahi la Transnistrie. Donc, en fait, on n'est pas du tout sur un modèle où on pense que ça va s'arrêter en Ukraine. C'est ça la question aujourd'hui. Donc, on parle beaucoup d'une rencontre tripartite, d'une éventuelle paix, de garantie de sécurité, mais jamais il va s'arrêter en Ukraine. En si bon chemin, en fait. Il a obtenu presque tout ce qu'il a voulu. Intégration dans le concert des nations, il va discuter de l'architecture de sécurité de l'Union européenne. Donc il va jamais s'arrêter. Bon, en attendant de se projeter donc à l'après, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe avec l'Ukraine. Tout à fait. L'Europe, pour l'instant, est restée silencieuse, même si évidemment elle suit tout cela de très près, tous ces développements. On n'a pas de réaction officielle, mais ce qu'on sait, c'est que Donald Trump, comme il l'avait promis d'ailleurs, s'est entretenu dans la foulée de sa rencontre avec Vladimir Poutine, avec le président ukrainien, qu'il a donc invité à Washington lundi après-midi, et avec les Européens, dont la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, le président français Emmanuel Macron, les Allemands et les Britanniques. Un appel dans la longueur, visiblement. Alors, comment est-ce que les Européens vont jouer leur partition? On verra. Une seule réaction. Je vous disais qu'il n'y en a pas, il y en a une quand même, celle de Viktor Orban, Premier ministre hongrois, qui joue sa partition. Pendant des années, les deux plus grandes puissances nucléaires ont échangé des messages dynamicaux. Cela prend fin. Aujourd'hui, le monde est plus sûr qu'il ne l'était hier. Pour dire cela, peut-être a-t-il des informations que nous n'avons pas, parce que pour l'instant, l'accord de paix, on en est encore loin, Michel Fayad. Oui, en même temps, il a peut-être participé à l'appel, puisqu'on a dit que l'Union européenne y était, donc il sait peut-être des choses. Après, en fait, Orban, c'est vrai qu'il est du côté russe, mais en même temps, il y a des choses qu'il dit qui sont aussi assez réalistes. Donc il y a par exemple là quand vous comparez Poutine à Hitler et vous dites qu'on ne peut pas croire Poutine, en fait quelle est l'alternative? Est-ce qu'on va faire un changement de régime en Russie? La réponse est non. Est-ce qu'on va aller bombarder la Russie? La réponse est non. Donc en réalité il est là et on est obligé de traiter avec lui et on est obligé d'arriver à un accord avec lui. Sauf si on décide d'une guerre absolue, mais ce n'est pas le cas. Donc à partir du moment où il est là et il va rester là, on est obligé de traiter avec lui de la même façon qu'on a traité avec Staline en 1945, de la même façon qu'on a traité avec Slobodan Milosevic au moment des accords de Dayton en 1995, de la même façon qu'on a traité avec différentes personnes qu'en Occident on qualifiait de dictateurs, et qui avaient du sang également sur les mains. Donc aujourd'hui on doit, et c'est vrai qu'il y a tout cet aspect qui est, comment dire, qui nous pèse parce qu'il y a une guerre. Moi-même, je suis un enfant de la guerre, donc je comprends parfaitement ce que c'est que la guerre. Mais disons que à un moment donné, si on veut faire la paix, on doit faire la paix avec ceux qui sont en face de nous. Et si Poutine est en face de nous et qu'on n'est pas en mesure de le changer, alors on est obligé de nous asseoir à table avec lui et de trouver un accord avec lui. Il faut être, à mon sens, d'une certaine manière, réaliste. Mais on est en mesure d'aider l'Ukraine, en fait. On a été. Pas. Mais je veux dire, Poutine est là. Mais Poutine est là, mais justement, on peut aider l'Ukraine pour gagner la guerre, parce qu'il y a quand même dans cette... Gagner la guerre, ça veut dire quoi? Libérer les oblasts?
depuis le début de la guerre, ça en fait, ça veut dire libérer les oblasts, effectivement. Mais ça, c'est pas possible. Mais écoutez, on a parlé des avoirs russes gelés, c'est 300 milliards d'euros. Est-ce que aujourd'hui c'est quelque chose qui est sur la table, ces 300 milliards d'euros qui peuvent être utilisés pour armer l'Ukraine? Je vais vous dire une chose, si on fait ça, juridiquement, c'est un désastre pour l'Europe, je vais vous dire pourquoi. Le jour où l'Europe touche aux avoirs gelés russes, pour les utiliser dans cette guerre, vous pouvez être sûr que les Arabes et les Africains qui ont leur argent, je parle des riches Arabes et des Africains qui ont leur argent en Europe, le retireront à la minute pour le ramener chez eux ou l'amener ailleurs. Donc il faut quand même qu'on fasse attention. C'est ce qui s'est passé notamment au moment où les Américains ont commencé à réclamer les noms des personnes qui avaient un compte en Suisse. À ce moment-là, beaucoup de chefs d'État africains et arabes ont commencé à transférer leur argent ailleurs, à Dubaï notamment. Et donc il faut vraiment faire attention à ça. On peut créer des dangereux précédents qui se retournent contre nous. C'est pour ça que la Commission européenne, qui a cette arme à sa disposition, elle l'a pas encore utilisée. Alors pour contourner le SWIFT, je suis désolé, il y a encore une chose, parce que moi j'ai commencé aussi ma carrière dans un hedge fund, et pour contourner le SWIFT, il y a des moyens. Il y a ce qu'on appelle les banques correspondantes. Donc si demain... C'est moins pratique. Comment ? C'est beaucoup moins pratique. Beaucoup moins pratique. Mais rappelez ce que c'est le SWIFT, parce que peut-être tout le monde ne sait pas. Ce sont des transactions entre banques de différents pays. Absolument. Et moi, mon inquiétude, pour aller dans ce que vous disiez, c'est-à-dire que si les Européens bloquent toujours le SWIFT, mais que Donald Trump autorise les banques russes à avoir des banques correspondantes américaines, à ce moment-là, elles contournent le système. Et là, c'est un désastre pour l'Europe. Évidemment, l'argent, c'est une nerf de la guerre. Mais ça, c'est un débat très technique. Mais j'aimerais qu'on reste sur cet aspect-là. Est-ce que les Ukrainiens peuvent gagner la guerre ? C'est possible si les Américains leur apportent une aide beaucoup plus massive qu'ils ne l'ont fait. Tant que Donald Trump est au pouvoir, mais même Joe Biden, il y avait toujours des lignes rouges qu'il ne voulait pas franchir. Donc, même du temps de Joe Biden, les États-Unis n'ont pas apporté à l'Ukraine l'aide massive dont ils auraient eu besoin. Même les Ukrainiens savent aujourd'hui qu'il leur sera difficile de gagner cette guerre. Et il y a quand même un aspect des choses, puisque là, ça y est, l'Europe a fourni récemment plus d'armes à l'Ukraine que n'en ont fourni les États-Unis. Donc, il y a quand même une amélioration. En revanche, au niveau du renseignement, nous n'avons pas aujourd'hui... Les Américains ont vraiment un système de satellites très développé qui leur permet d'avoir en temps réel des informations très utiles aux Ukrainiens, notamment pour la défense antiaérienne. Ils voient dès que les missiles décollent. Aujourd'hui, on n'est pas capable de se substituer aux Américains sur cet aspect. Sur SWIFT, effectivement, les Américains ont une autre arme en leur pouvoir. S'ils décidaient que tous les pays qui commercent avec la Russie sont sanctionnés, comme ils ont sanctionné la BNP il y a quelques années. Là, c'est fini. Il n'y a plus besoin d'imposer des sanctions secondaires à la Chine ou l'Inde. Je vous interromps parce que, je vous le disais, les déclarations se succèdent dans cette matinée vraiment très riche en rebondissements. Après la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine hier soir en Alaska, je vous disais que l'Europe était restée silencieuse. Eh bien, à l'instant, il y a un communiqué des dirigeants européens qui se disent prêts à favoriser la rencontre tripartite entre Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine et Donald Trump. Il semble que tout le monde se focalise sur cette réunion tripartite. Quelle est son échéance ? Quand est-ce qu'elle sera fixée ? On ne sait pas. Ce qu'on sait, ce qui est certain, c'est que Volodymyr Zelensky ira à Washington lundi après-midi pour rencontrer Donald Trump, peut-être pour discuter de l'éventualité de faire cette réunion tripartite. Une réunion tripartite, pour quoi faire ? Déjà pour que les deux dirigeants belligérants se rencontrent, c'est la moindre des choses, avec un médiateur. Jusqu'à présent, ils ont toujours refusé. Ils ont trouvé de part et d'autre les bonnes raisons pour ne pas le faire, et on peut vous comprendre, au moins du surtout président Zelensky. Vladimir Poutine d'ailleurs. Oui, tout à fait, mais qui est revenu un petit peu en arrière, et puis d'ailleurs le président Zelensky aussi. Rappelons-nous quand même que le président Zelensky a signé un décret il y a maintenant plus de 2 ans, interdisant tout contact direct avec Poutine dans le cadre de négociations. Ça n'a pas été abrogé, à ma connaissance. Donc il y a bien cette réalité. Maintenant, cette rencontre, alors que les Européens proposent, c'est une bonne chose. Alors ça voudrait dire indirectement que peut-être ils proposeraient une capitale européenne dans laquelle Vladimir Poutine pourrait venir en toute impunité. Voilà, parce que c'est ce que je comprendrais. Si les Européens sont prêts à faciliter cette rencontre tripartite, c'est qu'ils proposeraient un endroit ad hoc. Oui, mais là, Vladimir Poutine est sous le coup d'un mandat d'arrêt. Voilà, donc ça devient intéressant comme sujet. L'alternative, c'est que hier, le président biélorusse a invité Donald Trump et Donald Trump a accepté.
et la Biélorussie fait partie de l'Europe sans en faire partie, enfin, en tout cas du continent européen. Est-ce que ça serait un accord? Non, les Européens ne peuvent pas accepter. Non, jamais. Les Européens ne peuvent pas accepter parce que d'abord, la Biélorussie est aussi soumise à des sanctions de la part de l'Europe. Donc voilà, donc c'est l'opportunité. Mais il était temps, et c'est pour ça, il ne faut pas être surpris que ça a pris un certain temps pour répondre du côté européen. Le temps que tout le monde se mette d'accord, qu'on rédige correctement le communiqué, qu'on sache exactement ce qu'on veut faire, comment l'exprimer. Pour l'instant, je ne sais pas quelle est la longueur de communiqué. C'est quand même on a un accord de principe, une lettre de principe. Maintenant, je voudrais quand même rebondir sur tout à l'heure. Oui, on peut proposer que les Européens aient des leviers et considèrent qu'ils ont des leviers pour les 300 milliards, pour le système SWIFT, d'avoir gelé. Mais enfin bon, il faut rester dans la réalité. Aujourd'hui, pourquoi ne l'ont-ils pas fait jusqu'à ce jour? Et c'est ce qu'a expliqué Michel. Donc pour l'instant, les moyens de pression européens sont quand même très faibles, à part dire on est prêt à contribuer, à part contribuer quand même à faciliter les échanges diplomatiques entre Vladimir Poutine et le président Zelensky, et en acceptant, je le répète, que Donald Trump soit quand même le médiateur. Ce n'est pas l'Union européenne qui est médiatrice dans cette affaire-là, c'est Donald Trump. Donc en fait, on est sur le siège d'à côté. Bon, peut-être qu'il faut essayer de changer quelque chose, et on va voir dans les jours qui viennent comment ça se passe exactement, si effectivement Donald Trump veut bien donner une petite place aux Européens. Parce que quand même, quand on prend le communiqué, enfin la déclaration qu'il a faite il y a 2 jours, ah oui, je ne sais pas si les Européens viendront, ou seront là, ne seront pas là, c'était quand même assez curieux. Hein. Donc voilà, est-ce que les Européens seront suffisamment forts par leur diplomatie pour dire on veut être à la table des négociations, ne nous oubliez pas, et on est prêt à faire un effort pour que les choses se passent bien? Là, effectivement, on aura un grand changement. Alors, ils se disent prêts, les Européens, à faciliter donc cette réunion tripartite. On n'a pas de réaction pour l'instant à cette proposition de Donald Trump d'aller chercher non pas un cessez-le-feu, puisqu'il n'a pas réussi à l'obtenir de Vladimir Poutine hier, mais d'aller vers un accord de paix. Est-ce que les Européens, sans doute, veulent un accord de paix, mais pas au détriment de l'Ukraine? C'est là que vont se poser les difficultés. Implicitement, si les Européens se disent prêts à faciliter cette négociation tripartite, ça veut dire, dont on a bien compris que l'objectif c'était un accord de paix, ça veut dire qu'ils ne sont pas contre l'idée de se diriger vers un accord de paix. Sinon, ils auraient dit non, il faut rester sur les bases du cessez-le-feu. Je suis très heureuse de voir que les Européens ont pris le temps de s'accorder et de faire un communiqué commun. C'était vraiment ce qu'il fallait faire. Si je peux me permettre, quand même, il est 11h45 seulement. Oui. Non, mais c'est vrai, ce sommet s'est terminé tard dans la soirée. Et finalement, ils répondent assez vite. Et finalement, c'est peut-être ça qu'ils veulent dire. Nous, on veut le faciliter, ça veut dire très bien. On est prêt à se mettre dans l'état d'esprit de potentiellement négocier un accord de paix. Alors après, où ça aura lieu, il y a pas mal de lieux qui ont été évoqués. Il y avait l'Arabie Saoudite, il y a la Chine, la Turquie. Enfin, que l'Union européenne propose d'aller en Arabie Saoudite, ce sera un peu curieux. Bon, voilà. Je rebondis un peu. L'Union européenne propose. L'Union européenne n'a pas forcément besoin de proposer un pays européen. Et comment être sûr face à Donald Trump et Vladimir Poutine que Kiev, comme l'Europe, obtiennent les garanties de sécurité? Mais ils ne sont sûrs de rien. Nécessaire que ce ne soit pas sur le dos de l'Europe. Oui, mais alors ils ne sont pas sûrs. Le problème, c'est que refuser dans cette direction est sans doute jugé plus risqué pour l'Ukraine que de soutenir ces efforts-là. Il peut y avoir peut-être avant on parlait de la signature américaine d'un accord de paix, peut-être que ce qui pourrait être demandé par l'Europe, et ça serait une signature européenne en plus de la signature américaine. Je ne sais pas, c'est la pure spéculation, mais en tout cas, comme garant... Une signature sur un traité de paix. Absolument, parce que dans l'accord de paix... Pour être garant, en fait, c'est ça l'idée. C'est ça, pour qu'à la fois les États-Unis soient garants et peut-être donc l'Union européenne. Donc c'est de la pure spéculation ce que je fais, mais en tout cas, il y a des précédents où celui qui garantit la sécurité et la paix et l'application du traité dans l'OTAN est également signataire. Donc que les États-Unis le soient seuls ou avec l'Europe, c'est certainement quelque chose qui devrait, à mon sens, être mis sur la table par les diplomates. En tout cas, je l'espère pour l'Ukraine. Alors, quand même, je mets un petit bémol à tous ces développements de la matinée. On dit formidable, une réunion tripartite, etc. On n'a pas dit formidable. Non, enfin en tout cas une avancée. Après, il faut voir ce qui est derrière. Mais Vladimir Poutine, pour l'instant, n'a pas dit grand-chose là-dessus. Et il a dit OK pour revoir Donald Trump. Il n'a pas dit OK pour l'instant pour voir Volodymyr Zelensky. C'est intéressant parce qu'il n'a aucun intérêt à être celui qui refuse. Donc il ne fallait surtout pas qu'il soit non plus le premier à approuver parce qu'il n'en a certainement pas envie. Donc il attend de voir ce que vont dire les autres. Il va peut-être se trouver acculé si tout le monde dit mais très bien, c'est pas ce qu'on aurait voulu, en filigrane, puisque ça ils ne le disent pas ouvertement. Mais
vous avez souhaité changer la démarche, on s'inscrit dans cette démarche, on est prêt à s'inscrire dans cette démarche, c'est un peu ça que disent les Européens finalement, on est prêt à s'inscrire dans cette démarche et à aller jusqu'au bout. À un moment donné, là si Vladimir Poutine dit « Ah mais non, je ne veux pas voir Volodymyr Zelensky », là c'est lui qui se met vraiment en position d'être contre la paix. Donc il est certain que ce n'était pas sa solution préférée. Il attend de voir comment les autres capitales vont réagir. Après, participer à une réunion tripartite, ça ne veut pas dire qu'on signe la main sur le cœur le traité s'il considère qu'il n'est pas favorable à la Russie. Ah, bien sûr. Moi, peut-être que je suis plus sceptique en fait sur ces développements, puisque, comme je disais, je ne crois pas à la parole de Poutine et à la parole de la Russie. Si on regarde de manière factuelle et historique, ils n'ont jamais respecté leur parole. Et puis après, il y a un point. On parlait. J'ai été contestée sur la pointe des avoirs, mais il y a des non, mais il y a l'Assemblée nationale s'est prononcée sur ce point. Il y a des études des instituts américains qui montrent que c'est tout à fait faisable. Donc là, vous reparlez de geler les avoirs russes pour financer la guerre en Ukraine. Alors, je reviens sur un point, justement, je fais juste une parenthèse par rapport à ça pour préciser que c'est faisable. Mais après, il y a également un autre levier dont on n'a pas parlé, c'est l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, qui est en cours. Donc, qu'est-ce que va se passer? En fait, quelle sera la garantie? Parce que je rappelle que dans le traité de l'Union européenne, il y a un article, justement, qui garantit la sécurité des membres de l'Union européenne. Et donc ça sera quelque chose d'essentiel à discuter justement dans le cadre de ces négociations tripartites. Donc c'est un des leviers de l'Union européenne pour revenir comme un acteur dans le jeu également. Michel. Oui, en fait, moi je disais pas qu'il n'était pas possible de saisir d'utiliser les fonds. Je disais en fait que ça pouvait être un dangereux précédent parce que les Arabes et les Africains pourraient avoir peur. On a bien compris, oui. Maintenant, et sur la participation de Vladimir Poutine, est-ce que vous avez une idée? Vous pensez, comme Tatiana, qu'il peut pas être celui qui dit je ne vais pas à cette réunion? Moi, je pense qu'il va rester le moins, celui qui va le moins parler jusqu'à la rencontre de lundi entre Trump et Zelensky, parce qu'il veut effectivement voir ce qui va se passer ce week-end et lundi. Et une fois que cette réunion sera passée, eh bien peut-être qu'on l'entendra, soit lui, soit, disons, les gens qui l'utilisent, c'est-à-dire soit Petkov, soit Medvedev, dépendamment ou si ça tourne bien ou si ça tourne mal. Parce que quand on sait que quand il est nécessaire d'avoir un discours un peu extrémiste, eh bien, il utilise Medvedev, qui dit ce que lui ne peut pas dire, et, enfin, ne peut pas le dire officiellement. Et puis, sinon, utiliser peut-être un Petkov, un Lavrov pour montrer qu'il est bien, il est d'accord pour faire les choses. Mais il y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est que lors de son interview sur Fox, à la question est-ce que vous avez discuté de cette rencontre tripartite, et que Trump a dit oui. Donc ça sous-entend que Poutine a donné également son accord sur cette réunion tripartite. En tout cas, c'est ce que ou au moins qu'il n'aurait pas dit non. Oui, il n'aurait pas dit non. En tout cas, c'est ce que Trump dit. On n'a pas entendu Poutine parfois, le dire. c'est désir pour des réalités. Ah oui, tout à fait. Général Solancy, est-ce que on peut dire comme il se dessinait après ce sommet en Alaska cette nuit que Vladimir Poutine gagne sur tous les plans? Je ne sais pas s'il gagne sur tous les plans, mais il a gagné au moins sur le plan de l'image et de la diplomatie avec cet accueil en Alaska. Et un grand accueil, de toute façon, par Donald Trump. C'est une réalité. Avec tapis rouge, comme on le voit. Tout à fait. C'était un grand débat. Est-ce qu'il y aura un tapis rouge ou pas avant Eh ben, il l'a eu, son tapis rouge. Voilà. En plus, il y a quand même des poignées de main intéressantes. Bon, voilà. Donc, on est bien dans une... Pardon ? Chaleureuse, les poignées. Oui, des grands sourires, donc on est bien dans une situation où, effectivement, en termes d'image, c'est une réintroduction dans le jeu diplomatique de Vladimir Poutine, qui était quand même mis à l'écart. Voilà. Bon, voilà, on en est à la date d'aujourd'hui. Et puis là, on vient bien dans ces 72 heures, donc jusqu'à mardi, en fait, le temps que tout se mette en place, que les uns et les autres fassent le débriefing de toutes les propositions qui auront été faites, de voir qu'est-ce que ça aura donné comme échange entre Zelensky et Trump lundi. Mais Poutine, effectivement, est en attente. Il est dans le jeu maintenant. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Personnellement, je pense qu'il a intérêt à un moment donné de profiter des opportunités. Il en a déjà raté une il y a quelques mois. On a beaucoup parlé des difficultés de la Russie. Alors je ne sais pas effectivement si elles sont aussi importantes qu'on le dit. Néanmoins, au bout de 4 ans de guerre, enfin 3 ans et demi, quel que soit le pays, il y a des difficultés. Il faut en sortir. Voilà. Donc, s'il a une opportunité favorable, bien entendu, je pense qu'il va saisir cette opportunité. Maintenant, on va voir ce qu'on a en face. Car, en fait, ça veut dire aussi quand même une chose très claire dont on n'a pas du tout, des mots qu'on n'a pas utilisés. Lesquels ? Qui a gagné et qui a perdu ? Et en l'occurrence, quand on parle de traité
et de négociation. Dans le contexte actuel, il y a quand même quelqu'un qui est parti pour céder des territoires. Quand on cède des territoires, quel qu'en soit l'habillage, ça s'appelle une défaite. Donc, je vous fais remarquer que ces termes-là n'ont pas été utilisés volontairement en termes de diplomatie pour justement éviter, je dirais, de mauvaises interprétations, mais il y a une réalité physique qui est une défaite et une victoire. Donc, pour répondre à votre question, de fait, Poutine, à la date d'aujourd'hui, est victorieux. Je ne sais pas s'il le sera dans 3 jours.